Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test du Moto Z Play. Donc, ce téléphone modulaire qui est le milieu de gamme par rapport au Moto Z et qui permet notamment de mettre des modules. Donc, c'est un peu sa principale caractéristique qui le démarque de beaucoup d'appareils, même de tous, et qui est mieux fait que celui d'LG. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que là on a une vraie cassure par rapport aux anciens Moto X. On a déjà l'apparition du lecteur d'empreintes, et ça reste pour moi un appareil qui est plus intéressant que le Moto Z, et je voulais absolument le tester notamment pour son autonomie. Donc là, vous avez toutes les réponses dans le test, je vous laisse regarder la petite vidéo de présentation, et on se retrouve pour ce test express du nouveau Moto Z Play. Au niveau du design, donc là on est sur un smartphone qui est dans la lignée de ce que fait Lenovo et de Motorola juste avant, c'est-à-dire des smartphones qui ne sont pas forcément très très beaux, qui font assez baroudeur et très américains. La différence que là cette fois-ci en fait en termes de côté baroudeur, ça peut être changé au niveau de la coque. Justement vous en avez une qui est mise déjà dans l'appareil, donc ça c'est la chose à savoir. Par contre le dos est cette fois-ci en verre. Donc ça c'est quand même un gros changement. On a la partie ici qui est la partie aimantée avec cette partie là pour le module, ce qui fait que comme vous pouvez le voir ici, alors là normalement c'est pas aimanté parce que c'est trop petit, mais pour les autres modules ça tient via ça. Donc ce qui fait que ça permet d'arrondir déjà l'appareil et c'est beaucoup mieux même pour la prise en main, puisque sans la prise en main le problème c'est que là on va avoir quelque chose qui est un petit peu tranchant. Ici, on peut le voir, c'est un petit peu tranchant, même si ça a essayé d'être évité, et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le retour du bouton power en bas des touches volume, quelque chose qui était très étrange chez eux. On a l'apparition du USB Type-C avec l'antenne qui est dessus, la prise jack qui est de retour par rapport au Moto Z normal. Ici, on a la carte SIM, et bien sûr l'appareil photo qui est rond, justement pour la partie module. Je vous invite à regarder les tests par rapport à ça. Un smartphone qui est plutôt bon, le capteur d'empreinte, lui, assez réactif pour finir. Donc ça, c'est une bonne chose. Pas grand chose à dire. La petite chose pour finir, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que la partie lecteur d'empreinte et ici haut-parleur est plutôt bien vue, puisque ça permet de protéger l'écran quand il est sur la façade de l'écran pour éviter tout ce qui est rayures malencontreuses. Au niveau de la surcouche, on reste sur tout ce qui fait Lenovo, justement, on a toujours ce côté ambient, enfin AC display, qui permet justement de regarder ses notifications dès qu'on le sort de la poche, donc ça c'est quand même une bonne chose. Le lecteur d'empreinte qui est toujours aussi bien, cette fois-ci on a quand même l'ajout de la mise en veille, ce qui est agréable aussi. On reste là sur ce qu'il y a de plus classique en termes de surcouche, puisque là, la seule chose qui a été ajoutée par Motorola, c'est déjà ces petites applications Motorola qui restent assez discrètes. On a bien sûr Android 7.0 à l'heure actuelle. En ajout, c'est surtout en fait le support des motomodes qui vont avoir un impact, qui va permettre de dire justement, quand on met un motomode, il va le détecter automatiquement, chose qui était manuelle avant 7.0. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'avait présenté, et ce qui fait qu'il va le détecter il y a cette petite façon de mettre, et il va mettre justement qu'il est à 0%. On peut le voir justement ici. C'est la seule chose particulière réellement. Sinon, soit c'est du Android pur, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec les 3 Go de RAM, on sera plutôt bien optimisé, donc ce qui fait qu'on n'aura pas de gros problèmes en termes de multitâche. C'est fluide, c'est agréable. Il n'y a pas grand chose à dire. Il manque plus qu'à avoir 7.1.1 à l'heure du test. C'est tout ce que j'ai à dire, mais bon, ils sont pas les plus mauvais élèves, d'ailleurs il y a une petite régression, mais ça reste tout à fait correct. Niveau des benchmarks, donc là on est sur un benchmark qui est plutôt bon, on est sur un Snapdragon 825 octo-cœur, et on fait 4200 points en multi-cœur, ce qui fait que ça le place
dans la bonne moyenne, au-dessus du Snapdragon 820, on est au-dessus aussi du Snapdragon 810 ou même du Exynos 7420 du Galaxy S6, mais en dessous du Exynos 8890, du Kirin 950, 960, et bien sûr du Snapdragon 835 et du Exynos 8895. Mais ça reste tout à fait correct, on sera au-dessus du Snapdragon 430 ou Snapdragon 617 et même au-dessus du Snapdragon 650, 652. Donc globalement un bon score, surtout pour que des basses consommations en termes de cœur. On a aussi en termes de partie graphique un Adreno 506 qui est un petit processeur milieu de gamme, un processeur graphique milieu de gamme, mais qui reste tout à fait correct puisqu'on est globalement en concurrent. On est face au A5 2017, face au S7 en 2K, ou au Snapdragon 808 ou 810. On est face aussi au Helio X20 qui est un petit peu meilleur selon les modèles. Et même un petit peu face à tout ce qui est Snapdragon 650, mais en 2K. Donc globalement, un score assez moyen, mais ce qui est prévu de toute façon avec ce processeur, il a surtout l'avantage de très peu consommer. Au niveau de l'autonomie, c'est vraiment le truc un peu incroyable de ce téléphone, c'est qu'avec les 3500 mAh, l'écran AMOLED et le Snapdragon 625, on arrive sur YouTube à plus de 13 heures, ce qui est absolument extraordinaire pour un téléphone occidental, on va dire, ce qu'on peut retrouver dans certains téléphones chinois, mais ça reste très très bon. En termes d'utilisation globale, on est à 11 heures, et si on utilise la batterie Incipio que vous voyez ici, ça peut aller jusqu'à 16 heures, ce qui en fait un très très bon smartphone en termes d'autonomie. Si vous voulez un bon milieu de gamme qui soit vraiment autonome, c'est sur ce modèle qu'il faut se tourner, parce que clairement c'est l'un des meilleurs qu'on peut trouver aux alentours à l'heure actuelle. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran 5.5 pouces qui est AMOLED en Full HD, ce qui fait que la seule petite particularité c'est surtout qu'on pourra changer l'affichage soit en vif soit en normal. La couleur vif aura tendance à donner des blancs plus blancs, mais forcément avoir quelque chose de saturé. En normal, on sera sur quelque chose d'un peu plus réaliste, comme ils disent. Par contre, le blanc sera un peu plus cassé, ce qui est un petit peu dommage. L'écran en soi est plutôt correct, mais voilà, c'est juste ce blanc cassé qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais par contre, au niveau des angles de vision, au niveau de la luminosité, c'est très bon. Reste à voir, est-ce qu'il va y avoir des problèmes de burn-in qui sont propres à l'écran AMOLED, ça reste à voir. Mais globalement, un bon écran, pas le meilleur, mais qui se défend bien, et en tout cas bien maîtrisé par Lenovo, ce qui est assez rare en dehors de Samsung. En termes de prix de jack, on sera sur quelque chose de correct, mais pas extraordinaire, notamment dû au fait que quand je prends mes KZ-ZST, on sent qu'il est limité en termes de dynamique, donc il peut pas aller très très bas dans les graves, enfin dans les basses, ni très très haut dans les aigus, ce qui fait que je me retourne plutôt vers les KZ-ATE pour l'utiliser pleinement. Donc ça c'est la première chose, faire attention au casque que l'on prend, il ne pourra pas forcément prendre tout ce qu'il veut au mieux. Par contre après ça reste globalement du bon, ça reste très correct pour la plupart des gens. Il a juste une petite dominance dans les médiums, c'est tout ce que j'aurais à dire. Ensuite, tout ce qui est haut-parleur, donc là on est sur un haut-parleur qui est uniquement de façade, ce qui est plutôt bien puisque quand on regarde une vidéo, c'est un peu le but, et ce qui fait qu'on va avoir tout vers nous, donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Si on écoute un petit peu, ça se défend plutôt bien, c'est dans la bonne moyenne. Donc c'est pas extraordinaire, mais les basses sont un petit peu présentes, ce qui fait que déjà c'est un peu mieux que beaucoup de smartphones. Et c'est surtout que ça arrive directement en façade. Donc ça c'est une bonne chose, donc en termes de son c'est correct, il y a mieux, mais c'est correct pour la plupart des gens. En termes de photos, donc là si on regarde, alors ça reste un capteur 16 mégapixels à l'arrière en ouverture 2.0 sans stabilisation optique. Vous avez l'album dans la description, ce qui fait que en termes de photos on est sur quelque chose qui reste assez correct, mais qui manque un poil de détail sur certaines photos. Là bon, un petit peu du mal. Après, c'est surtout dès que la luminosité va commencer à partir que forcément les détails vont disparaître, mais il se défend plutôt bien globalement. Je trouve que même la presse l'a pas mal critiqué. Le prix à l'heure actuelle, au vu du prix auquel il est vendu, je trouve que le capteur s'en sort vraiment bien. On peut sortir des très très belles photos, comme on peut voir ici en pleine lumière. Qui sont plutôt pas mal. Là, on peut voir ici aussi, donc là, un peu plus à l'ombre. On peut voir qu'au niveau des détails, on reste quand même assez bien. Il commence à y avoir un petit peu de grain, un petit peu de flou qui commence à apparaître dès que ça va être un petit peu plus sombre. Si je regarde, hop, on va les montrer les fleurs. Fleurs qui, elles, je trouve aussi que les détails sont quand même pas mal. Si on regarde bien, on voit quand même que là, j'ai bien zoomé au maximum et on peut voir que la fleur est quand même assez bien détaillée. Ça reste forcément un peu moins bon que certains appareils plus haut de gamme, mais pour du milieu de gamme, ça se défend bien. C'est dans la moyenne. On peut voir ici que justement, en fait, dès qu'on entre dans le côté un peu basse luminosité, c'est un peu moins bon.
Au niveau des jeux, donc là, on sera sur une puce qui est quand même moyen de gamme, mais qui permettra, comme on peut le voir sur les 3 jeux, notamment Real Racing et Unkill, qui sont assez consommateurs de ressources, que ça reste tout à fait correct. On n'est pas à 60 FPS, bien évidemment, on n'est pas ce qu'il y a de plus fluide, mais ça reste tout à fait stable et tout à fait honnête pour du jeu sans problème. Ce qui fait que même pour les gros gamers, comme les jeux sont adaptés pour un peu toutes les puces, eh bien, ça tournera sans problème. Alors, que penser de ce Moto Z Play? Alors déjà, pour moi, je le trouve plus intéressant que le Moto Z premier du nom, la version haut de gamme, parce qu'il intègre une batterie beaucoup plus épaisse et donc plus autonome, parce qu'il a toujours la jack, et ça c'est une bonne chose aussi, même si elle n'est pas parfaite. Et ce qui fait que déjà, ça en fait 2 points supplémentaires par rapport au Moto Z. Il est un peu moins puissant, mais est-ce que c'est vraiment la différence se voit? Je ne suis pas sûr. On a aussi l'ajout, comme je l'ai dit tout à l'heure, des modules, et ce qui fait que ça en fait la différence. Notamment, je vous conseille de regarder le test du module InstaShare Projector, qui est très intéressant au GleanCPO au niveau de l'autonomie. On est vraiment sur un smartphone qui, le côté modulaire, est plutôt réussi. Le prix à l'heure actuelle est aussi intéressant, aux alentours des 300€ au moment du test. Et le Moto Z2 Play, lui, ne va pas apporter grand-chose, il va même perdre, puisqu'on va passer d'un Snapdragon 625 à 626, qui n'a pas vraiment de grosse différence. Et aussi, on va perdre 500 mAh. Alors ça, c'est d'après les rumeurs, c'est pas encore sûr, mais bon, normalement, c'est assez fiable au niveau de ces données. On va perdre 500 mAh, donc on sera qu'à 3000 mAh sur le Moto Z2 Play, donc forcément moins autonome. Là-dessus, je ne pense pas que le passage du Moto Z Play au Moto Z2 Play soit intéressant. À part peut-être la photo, c'est vraiment la seule chose qui pourrait faire que on va avoir envie d'y passer, mais sinon l'intérêt va être vraiment réduit, surtout qu'il devrait être plus cher. Donc ce qui fait que globalement c'est un appareil qui est assez équilibré, qui n'a pas de réels défauts, et ça c'est une bonne chose, à part ceux liés à sa gamme. Donc le Snapdragon 125, c'est quelques limites, ou l'appareil photo, mais ce qui est tout à fait normal. Pour un milieu de gamme, il a surtout le gros avantage d'être à peu près bon partout, mauvais, pas vraiment mauvais quelque part, et surtout qu'il a l'avantage d'être extrêmement autonome. Et ça, c'est vraiment sa grande force, c'est de pouvoir faire une très grosse autonomie, donc même pour les plus gros joueurs, etc., ils vont pouvoir tenir facilement la journée. Ce qui en fait un smartphone extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Il n'a pas de réelle faiblesse, il est plutôt bien équipé, et ce qui fait que ça en fait un plutôt bon choix. Pour ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu mieux en termes de photos, ce sera plus le Zenfone 3, qui est à peu près dans le même prix. Mais ce sera vraiment la seule grosse différence. On a aussi le stockage et la RAM, mais c'est vraiment les grosses différences. Mais en soi, il est assez équilibré, surtout son plus gros avantage, surtout pour ceux qui se plaignent de l'autonomie qui est toujours un peu limite, où il faut un câble pour charger au travail ou au lycée, etc. Bah là, ce modèle-là, il n'en a pas besoin. Vous êtes sûr, mais même si vous passez la journée entière sur le téléphone, ce que j'ai fait pour faire les tests, et je peux me permettre de faire ça, et ben je peux vous dire que il tient toute la journée. C'est-à-dire que limite, il faut que j'attende le soir, juste avant de me coucher, pour pouvoir dire, bon, j'ai enfin fini la batterie, bon, il a fait combien? Parce que sinon, je suis obligé, même pour le test YouTube, j'étais obligé un peu de tricher, de faire un petit calcul dans ma tête, parce que je n'arrive pas à vider la batterie. C'est dingue ça quand même. C'est l'un des rares, je veux dire, c'est même meilleur que le Huawei Mate 8, c'est meilleur que tout ce qui est en 4000 mAh. Ils ont très bien géré. À part en import, bien évidemment, en import c'est encore autre chose, et aussi en termes d'autonomie avec le Xiaomi Redmi Note 4X ou le Redmi 4, eux aussi sont excellents, forcément ils utilisent le même processeur. Mais en France, officiellement, ce smartphone-là, c'est un excellent choix, c'est un très bon choix dans à peu près tout en fait. Donc voilà un petit peu. Si vous avez des questions, si vous voulez partager, si vous voulez liker, je vous en prie, faites-le s'il vous plaît. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoïda.